Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Le journal, voici les titres. La 15e séance du Conseil des ministres s'est tenue donc ce mardi sous la présidence du chef de l'État. 8 questions ont été examinées. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans le journal. Et la capitale éthiopienne a accueilli aujourd'hui un forum économique sino-africain consacré à la création et au renforcement du lien entre les entreprises chinoises et éthiopiennes. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres où 8 questions ont été examinées. 2 projets de décret pris par le chef de l'État ont d'abord été examinés et adoptés. Il s'agit d'un projet de décret portant sur le statut du fonds de garantie partielle de crédit, et d'un projet portant réglementation de producteurs d'électricité indépendants. Djibouti voulant devenir à l'horizon 2020 un pays capable de compter sur les énergies renouvelables ouvertes. Des questions techniques sur l'octroi des licences et leurs frais, les installations des équipements et les types de production électrique ont été examinés par le Conseil. Suivons les 4 premières questions du compte rendu donc de cette 15e séance du Conseil des ministres dans ce commentaire que voici. La première question. Projet de décret apportant adoption des statuts du Fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti. Le projet de décret fixe les statuts du Fonds de garantie partielle de crédit qui est un mécanisme national pour faciliter l'octroi des financements aux entreprises nationales grâce au partage des risques avec les établissements de crédit, les institutions de microfinance et d'autres institutions financières. En effet, comme toute société, le fonds doit se doter des statuts devant fixer le fonctionnement interne ainsi que les règlements intérieurs. Ces dispositions seront complétées par un projet de pacte d'actionnaires dès que les actionnaires issus du secteur privé, national et international feront leur entrée dans le capital. Ce texte vient compléter et parachever le cadre juridique de cette structure dont la mission est de contribuer au développement et à la promotion d'un secteur privé et d'un réseau de petites et moyennes entreprises ou industries aptes à promouvoir le développement économique et social de notre pays. La deuxième question est un projet de décret pris pour l'application de la loi numéro 88 de l'année 2015 de la 7e législature portant réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité. Prise en application de la loi numéro 88 de l'année 2015 de la 7e législature d'électricité. Ce projet de décret fixe les modalités et procédures d'octroi de la licence ou concession pour la production électrique. Il précise les dispositions prévues aux demandes des productions d'électricité pour l'auto-entrepreneur ainsi que les compétences et missions dévolues au service des réglementations de la direction de l'énergie en matière de régulation et suivi des activités des producteurs indépendants d'électricité. Ce projet vise d'une part à compléter l'arsenal juridique régissant les activités des producteurs indépendants d'électricité et d'autre part de concrétiser l'objectif que notre pays s'est fixé d'utiliser 100% d'énergie verte à l'horizon 2020. L'adoption de ces projets permettra de faciliter le développement des projets industriels. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant fixation des valeurs limitées des installations des productions d'électricité. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant fixation des frais des demandes et annuelles des concessions et licences des producteurs indépendants d'électricité. Le ministre de l'Énergie a présenté 2 projets d'arrêté qui s'inscrivent dans le cadre de ces textes d'application de la loi numéro 88 de l'année 2015 de la 7e législature portant réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité. Le premier projet d'arrêté fixe les valeurs limites que doivent respecter les installations des productions d'énergie électrique, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité. Ces valeurs limites définissent les régimes de licence ou des concessions auxquelles vont être soumis les différentes catégories des producteurs indépendants d'électricité. Le deuxième projet d'arrêté définit les frais relatifs aux demandes de licences et concessions ainsi que les frais annuels des licences des productions de l'énergie électrique. Les objectifs poursuivis par ces textes sont d'une part de renforcer la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et d'autre part de couvrir les besoins en électricité de notre pays.
Et la cinquième question abordée lors du Conseil des ministres est un projet de décret qui a porté sur la réglementation des mutuelles communautaires. Ce projet vise à impliquer les communautés rurales dans les projets de développement et en les organisant. Enfin, le Conseil a avalisé l'octroi de parcelles de terrain à plusieurs départements ministériels. Voilà la suite avec le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. La cinquième question concerne un projet de décret portant réglementation des mutuelles communautaires. L'objectif de ces mutuelles est d'impliquer les communautés rurales dans les projets de développement en les organisant et en les dotant des outils qui leur permettront de faire face solidairement aux risques sociaux. En d'autres termes, les mutuelles communautaires ambitionnent de devenir un acteur de développement local et le principal interlocuteur des institutions porteuses de projets de développement dont la communauté rurale est bénéficiaire. Il s'agit d'intégrer les communautés rurales dans la dynamique de la croissance accélérée de la stratégie de développement développée et déployée par le gouvernement. Ce projet de décret permettra d'institutionnaliser le rôle et les prérogatives de ce type de mutuelle. Les mutuelles communautaires jouent le rôle d'une structure décentralisée d'utilité publique. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain au profit de différents ministères. Pour le ministère de l'Éducation nationale, 2 parcelles ont été attribuées, d'une superficie, la première de 12 500 m² et la seconde de 9 950 m², 6 au quartier Layablé et Moustiquaire, destinées à l'implantation d'écoles primaires. Pour le ministère de l'Équipement et des Transports, une parcelle de 1870 m² a été attribuée à Layablé pour l'implantation d'un siège. Pour le ministère de la Santé, une parcelle de 2335 m² a été attribuée toujours à Layablé et destinée à l'implantation d'un centre sanitaire. Pour le secrétariat d'État à la jeunesse, une parcelle de terrain de 2360 m² a été attribuée toujours dans le quartier de Layablé pour l'implantation d'une aire de jeu. La septième question concerne un projet d'arrêté portant création d'un périmètre d'une zone de relogement et des équipements affectés aux différents ministères. Cette zone 6 tout au long du boulevard Assamo, Balbala Nord, dans le cadre du projet de développement urbain intégré 2, permettra le relogement d'un certain nombre de familles et cette parcelle donc est attribuée au ministère délégué chargé du logement. Il y a également une autre zone qui accueillera les équipements marchands affectés au ministère délégué à la décentralisation. Cette même parcelle sera mise par la suite à la disposition de la mairie de Djibouti. Il y a en outre une troisième zone d'équipement sportif et cette parcelle est affectée au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La huitième question concerne un projet d'arrêté d'affectation d'une parcelle de terrain de 110 hectares au profit du ministère délégué chargé du logement. Cette parcelle de terrain est mise à la disposition de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et est destinée au site de relogement dans le cadre du programme Zéro Bidonville. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances a tenu hier matin une réunion largement consacrée sur les lois réglementaires du budget 2017. Les membres de la commission, présidés par le député Chelmaké Moussaare, ont étudié le budget des institutions dépendant du ministère de l'Énergie et du ministère de la Communication. Le gouvernement était représenté par le ministre du Budget, Bodé Ahmed, du ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, ainsi que du ministre en charge de la communication, des postes et des télécommunications, Abdi Youssef Sugay. Eh bien, après un large débat, les membres de la commission vont continuer à étudier le budget 2017 des autres institutions. Par la suite, la commission des finances a reçu le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2017 toujours. Et on prend la direction du Kenya où la première conférence sur l'économie bleue durable a débuté hier à la capitale, Nairobi. La séance inaugurale de cette conférence a été présidée par le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Cette conférence a vu la participation des chefs d'État et des ministres. Lors de cette conférence, le numéro 1 djiboutien a été représenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed. Il a été accompagné d'une forte délégation composée des représentants des différents
donc, ministères et de la société civile. Cette conférence a donc pour objectif de promouvoir un nouveau modèle économique inclusif et durable basé sur une croissance qui permet de préserver les moyens de subsistance et qui garantit une durabilité environnementale des océans et des zones côtières. Dans un discours prononcé lors de cette conférence, le ministre djiboutien de l'Environnement a souligné le caractère urgent pour nos pays d'accorder une priorité absolue pour la mise en place de l'économie bleue et d'améliorer pour cela la gouvernance institutionnelle, d'établir des mesures fiscales favorables à ce nouveau concept. Eh bien, cette conférence des Nations Unies sur l'économie bleue a été la première du genre à être organisée par l'Afrique. Elle a vu la participation de 150 pays et de 17 000 participants. Retour à Djibouti, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, a reçu le général de l'armée française, François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises à l'hôtel des officiers des armées qui effectue une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Le général donc, des forces armées françaises était accompagné dans son déplacement du général de brigade aérienne, Éric Garnez, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, du colonel Thierry Laval et enfin l'attaché de défense. À son arrivée, le général accompagné du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la revue des troupes dressées en son honneur, après donc que les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés. Par la suite, le général français a salué les délégations djiboutiennes et françaises qui étaient présents à cet événement. Une fois les honneurs rendus, les deux chefs d'état-major et la délégation composée d'officiels djiboutiens et français se sont installés dans la salle de réunion de l'hôtel des officiers des armées. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à Djibouti au général français pour cette première visite depuis sa nomination au poste de chef d'état-major des armées françaises. Le général de division Hassan Ali Kamil, général de brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama et d'autres hauts gradés du corps des forces armées djiboutiennes ont pris part à cette rencontre. Et par la suite, le général le chef d'état-major des armées françaises a eu une visite guidée auprès des principales structures économiques et fleurons du développement djiboutien, notamment le Doralé Multipurpose Port, et par la suite donc la zone franche internationale située à Pékavin, maillon portuaire et ferroviaire que Djibouti s'est doté depuis cette dernière décennie. Et bien sur place, les délégations donc ont été accueillies par le directeur général donc de DIMP, M. Wahib Aden Daher. Et ensuite, le général des forces armées françaises a été l'hôte pour un déjeuner du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, au camp Cheikh Ousmane. Au cours de cette journée de visite de 48 heures, le général de l'armée française a fait l'objet de toutes les attentions de la part des plus hautes autorités. Ce déjeuner pour le général de l'armée française a porté l'attention de la part des plus hautes autorités du pays.
Au cours de ce déjeuner, les officiels des deux pays ont eu l'occasion de réaffirmer leurs engagements réciproques pour renforcer leur coopération aussi bien dans les domaines militaires que civils. Le Premier ministre Abdelghadr El-Kamil Mohamed, le chef de la sécurité nationale Hassan Saïd Khareh, le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdoulaye Ouaez, directeur de la police nationale le colonel Abdoulaye Abdi et côté français l'ambassadeur français à Djibouti Christophe Guillou en prépare donc à ce déjeuner. inaan qaran daadeeyo shacbigii idortaye dushayda xilsaarayo layskan idashadiyo bulshoydigalka hawsha xanuuntayda u damqanin dareenba igu lamaano danguud baan ka hadlayaaye dalkiya dadkan u dhasho sibaan ila doonayaa dalkiya dadkan u dhasho sibaan ila doonayaa Le Premier ministre a ensuite solennellement remis la médaille de commandeur de l'ordre national du 27 juin à l'officier qatari sous l'œil du grand chancelier de cet ordre, qui n'est autre que le général Zekele Cheikh Ibrahim. Et bien, après la décoration, le général de l'armée française a signé le livre d'or de l'armée, exprimant sa gratitude et soutien, mais symbolise les relations d'amitié historiques entre la République de Djibouti et la France. Écoutez justement le général de l'armée française, François Lecointre, qui a souligné, vous l'entendrez, que la République de Djibouti était pour la France un partenaire plus qu'important. Notre stratégie en général pour la place et le rôle de la France dans le monde, parce que cet endroit est un endroit absolument central dans l'évolution de la conflictualité du monde qui vient. Et donc ce qu'on arrive à fonder comme relation chaleureuse, de proximité et de compréhension est extrêmement important pour que nous puissions continuer à remplir notre rôle. Dans le reste de l'actualité, un séminaire sur la prévention de l'extrémisme, de la lutte contre le terrorisme s'est ouvert hier au Kempinski Palace Hotel. Organisé par la direction de la police nationale en partenariat avec une université saoudienne. Ce séminaire qui va durer 4 jours a pour objectif de fournir aux participants les compétences nécessaires pour mieux traiter les difficultés face au terrorisme, mais aussi de mettre en valeur l'expérience du Royaume d'Arabie Saoudite. Durant ces 4 jours de travaux, près de 50 agents de la sécurité issus des forces policières, de la garde-côte et de la gendarmerie nationale vont renforcer leurs compétences à identifier les indicateurs de l'extrémisme violent, leurs caractéristiques et identifier les ambiguïtés souvent utilisées par les organisations terroristes pour inciter les jeunes à les rejoindre. Prenant la parole, le représentant de l'université Naïef a tenu à remercier le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi, pour l'accueil chaleureux. Et pour sa part, le directeur de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, a souligné l'importance que revêt cet atelier dans la lutte contre le terrorisme à Djibouti. Il a par la suite adressé les vives salutations du ministre de l'Intérieur Hassan Omar et a souligné sa grande satisfaction pour sa participation dans cette formation avec la coopération donc saoudienne. Le colonel Abdoulaye Abdi a souhaité la bienvenue aux représentants de l'université saoudienne pour participer à cette formation aux côtés des forces djiboutiennes. Il a affirmé que cet événement est d'une importance capitale pour débattre et discuter du terrorisme. Le terrorisme, a-t-il dit, est un acte néfaste qui menace la vie de la population. Autre séminaire visant cette fois à conseiller les ulémas à tenir des prêches préventifs contre les dangers du terrorisme et d'autres idées déviantes s'est ouvert ce matin à la salle de conférence de l'attaché religieux saoudien. Ces prédicateurs devant ensuite guider à leur tour la société. La suite avec Ahmed Hamad.
Cette cérémonie vise à inspirer les ulama et les prédicateurs à faire leur devoir pour guider la société contre les dangers du terrorisme et des idées déviantes. La cérémonie s'est déroulée en présence du chargé d'affaires saoudien à Djibouti, du représentant de l'université, du président du Haut Conseil islamique, du directeur de l'école saoudien, ainsi que d'une dizaine d'imams, des prédicateurs et érudits qui ont pris part à cette cérémonie. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du Haut Conseil islamique, Cheikh Okiye, a souligné que le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf poursuit ses efforts dans le cadre de la consolidation des valeurs modérées et le développement des activités religieuses, ainsi que la promotion des principes moraux conformément aux directives du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Au dépôt pétrolier d'Oralé, Terminal Horizon, s'est déroulée aujourd'hui une opération de simulation d'extinction d'incendie dans un secteur sensible où sont stockés des millions de tonnes d'hydrocarbures ou produits pétroliers. Cet exercice consistait aussi à porter secours aux personnes blessées et à assurer leurs évacuations. Au cours de cet exercice de simulation, les sapeurs-pompiers de Djibouti-Ville ont apporté leur concours et leur savoir-faire technique de maîtrise de feu aux agents de surveillance du dépôt pétrolier. Le point nous est fait dans ce commentaire. Cet exercice de simulation d'incendie a pour objectif d'évaluer les réflexes des éléments d'intervention et des secouristes. Ainsi, il vise à améliorer leur capacité d'intervention. Améliorer la qualité, répondre aux exigences environnementales, protéger ses employés et préserver les équipements du terminal pétrolier sont les premières préoccupations de l'instance dirigeante de la compagnie Horizon Terminal Pétrolier de Doralé, ou HDTL. La protection civile a mobilisé un effectif important, des officiers pour coordonner l'exercice, ainsi que plusieurs camions de lutte contre les incendies et 2 ambulances. Cet exercice a été dirigé par une équipe du Horizon Terminal, avec à sa tête le directeur général Horizon Terminal Pétrolier, M. Hussein Ahmed Hussein, et le colonel de la protection civile, Mohamed Moussa. Le directeur général d'Horizon Terminal Pétrolier, Hussein Ahmed Hussein, a indiqué que cet exercice consiste à maintenir un niveau élevé de performance en matière de sécurité. Le scénario retenu pour cet exercice, c'est un incendie qui s'est déclenché lors d'un chargement d'un camion de super, qui a fait un débordement et puis un début d'étincelle qui a provoqué le feu au niveau de ce poste de chargement qui après s'est étendu sur les baies ou les postes de chargement voisins. C'est une nouvelle décision de notre groupe de faire par an un exercice de grande envergure par an. Et ça tous les ans. Mais les exercices incendies, nous faisons un par mois. Mais un exercice de grande envergure, c'est une fois par an en collaboration avec la protection civile. Et pour sa part, le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, a souligné qu'à travers cet exercice, il s'agit à la fois de sauvegarder l'environnement, de protéger les employés et de préserver les équipements du terminal pétrolier. Nous l'écoutons. Nous avons programmé depuis le début de cette année en concertation avec la direction de Horizon Terminal ici à Djibouti. Auparavant, il y avait la direction de Dubaï qui sont venus nous voir aussi pour pouvoir faire un exercice important annuellement. Nous avons commencé à travailler il y a 4 mois de cela déjà, en coulisses de part et d'autre de nos institutions. Ceci étant dit, la finalité était l'exercice d'aujourd'hui. Il y avait des processus qui ont été lancés, à savoir l'alerte de l'incendie dans la première intervention sans les gens d'Horizon, à l'issue de quoi le feu les a dépassés. Ils ont demandé concours aux pompiers du port, qui est la maison d'à côté. Les pompiers du port sont intervenus, à l'issue de quoi, je vous rappelle que c'est la montée en puissance des interventions, à l'issue de quoi les pompiers du port n'ayant pas les moyens suffisants, on a demandé concours à la protection civile nationale djiboutienne qui est venue avec les renforts qu'ils ont et les moyens beaucoup plus importants pour pouvoir circonscrire le feu. Et qui nous ont facilité parce que si j'ai pas des gens, lorsque j'arrive sur le terrain, si j'ai pas l'information en avant pour des gens qui me disent de quoi il est l'origine du feu et la raison pour laquelle la propagation, c'est des difficultés. Le Doralé Multipurpose Port a accueilli hier un gros navire égyptien qui transportait de l'huile de palme destinée pour la société Golden Africa. Cette société produit et manufacture donc l'huile de palme dans la République de Djibouti qui va produire donc
chaque jour 300 kW de tonnes de l'huile de palme, et c'est une première. Cette société donc travaille en étroite collaboration avec le port de Djibouti, donc le DMP, dans le cadre de l'importation de l'huile. Cette cérémonie a vu la participation de la directrice des ressources humaines de la société, Mahadou Hassan Abdi, la directrice en marketing du port, Habban Abdelrahman, ainsi que le directeur des opérations. Écoutez justement pour plus de précision la directrice des ressources humaines de la société. 100% fait à Djibouti et sera made in Djibouti dans les labels, ce qui est une première à Djibouti. On envisage de recruter près de 300-350 employés, mais actuellement on a 150 et dans une semaine ou deux on prévoit d'employer encore 70 à 100 personnes. Écoutez cette fois les mots de la directrice en marketing du port, Habban Abdelrahman Aden. Golden Africa est une société qui travaille en collaboration avec le port de Djibouti et DMP en particulier dans le cadre de l'importation de ce qu'on appelle des vracs liquides. Et dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui accueilli le deuxième navire de vrac. DMP a pu décharger ce vrac-là à partir des pipes qui relient le quai au site de Golden. Nous avons pu traiter ce navire en moins de 2 shifts, moins de 18 heures, et ce navire va bientôt partir à partir je pense, dans 1 heure. Tout à fait autre chose. Les jeunes du quartier qu'attendent vibrer au rythme d'animation culturelle et musicale dans la continuité de la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse. La suite dans cette séquence. Les festivités et manifestations marquant la célébration de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse se poursuivent dans les différents centres de développement communautaire. Dans cette optique, après la cité du stade, cité Nassib et Wahlid Abba, ce fut au CDC de Kartika d'organiser hier soir les festivités de la célébration de cette semaine. Cette soirée d'animation musicale et culturelle spéciale jeune a permis de regrouper des centaines de personnes, toutes issues de ce grand quartier populaire de la capitale. En prit part à cet événement le directeur des CDC par intérim, la chef de service des CDC, ainsi que les directeurs et animateurs des différents CDC de la capitale et les responsables du conseil communautaire du centre. Les différents clubs d'animation du CDC, qui sont composés des clubs de danse, culture et folklore, le club artistique des jeunes talents appelés les étoiles du CDC, le club de danse moderne, ont été accueillis chaleureusement sous une salve d'applaudissements nourris. Par ailleurs, comme le thème retenu cette année pour la célébration de cette semaine de la jeunesse est celle de la population et de la protection de l'environnement, et l'objectif premier de cette caravane dans le CDC étant celui de sensibiliser la communauté, en particulier la jeunesse djiboutienne, sur la protection de l'environnement, les responsables présents sur place ont appelé pour une éco-responsabilité. Je vous le disais en titre, la capitale éthiopienne Addis Abeba a accueilli aujourd'hui un forum économique sino-africain consacré à la création et au renforcement des liens entre les entreprises chinoises et éthiopiennes. Il s'agit d'une initiative de la Chambre de commerce et des associations sectorielles de l'Éthiopie en collaboration avec une société donc chinoise. Le forum vise à promouvoir le commerce et l'investissement et à favoriser la croissance mutuelle grâce au renforcement des partenariats. Ainsi indiquent les organisateurs, des centaines d'entreprises chinoises provenant de 29 secteurs différents devraient participer au rendez-vous et créer des liens avec leurs homologues d'Éthiopie et d'Afrique. Ce sera également l'occasion d'établir des partenariats dans divers secteurs économiques. Aux États-Unis, s'agissant du climat, le rapport affirme que les États-Unis pourraient perdre des milliards de dollars d'ici 2100 à cause des gaz à effet de serre. Le chef de la Maison-Blanche a déclaré face à la presse à propos d'un rapport de 1000 pages de son propre gouvernement sur les conséquences économiques du changement climatique. Il a indiqué, je cite, « Je l'ai vu, j'en ai lu un peu et ça va, je n'y crois pas », a-t-il ajouté, très sûr de lui. Fin de citation. Donald Trump a ajouté lors de cette déclaration, « Nous n'avons jamais été aussi propres que nous le sommes maintenant et c'est très important pour moi, mais si nous sommes propres et que tous les autres endroits sont sales, ce n'est pas si bien. Je veux de l'air pur et de l'eau pure. » Voilà donc en quelques mots ce que le président américain a déclaré concernant le climat.
Et enfin, pour clore l'actualité internationale, nous allons parler de ce rapport publié dimanche par les Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Plus de la moitié des femmes assassinées dans le monde en 2017 ont été tuées par leurs partenaires ou des membres de leur famille, faisant de la maison l'endroit le plus dangereux pour une femme. Selon ce même rapport, l'Afrique et les Amériques sont les régions du monde où les femmes risquent le plus d'être tuées. En Afrique, le taux est de 3,2 victimes pour 100 000 femmes. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.